Bonjour tout le monde. Ouh là là, on a la lumière dans les yeux là. Je préfacerai ce discours en disant que j'aime beaucoup les Britanniques. Je vis là-bas depuis 17 ans. Je n'ai rien contre eux. Pardon s'il y a des Anglais qui m'écoutent. J'espère que vous n'allez rien comprendre à ce que je vais dire. Peut-être bizarrement, pour un discours sur le thème de la littérature jeunesse comme continent sans frontières, je vais me faire aujourd'hui l'avocat du diable, c'est-à-dire des frontières, ou du moins de l'importance de préserver pour une littérature nationale de qualité, ici française, certaines frontières. Et je dirais cela encore plus paradoxalement, peut-être depuis ma propre position qui est très transfrontalière, comme vous l'avez rappelé, merci Monsieur Delat, mais qui vient, comme c'est souvent le cas, avec ses enseignements. Je vis en Angleterre depuis 17 ans et l'une des questions les plus courantes que je reçois sur mon site internet est la suivante. Bonjour Madame Beauvais, j'ai écrit un texte pour enfants en français. Il n'est pas publié, mais je souhaiterais le faire publier en Angleterre. Comment puis-je le traduire et trouver un éditeur là-bas ? Au début, cette requête me perplexifiait complètement. Comment un être vivant pourrait-il vouloir se compliquer l'existence au point de payer un traducteur puis faire des démarches compliquées dans un pays étranger pour peut-être, dans un marché bien plus saturé qu'en France, 30 fois plus soumis à la loi du plus fort et où l'argent est roi, faire sortir un bouquin qui sera englouti dans la semaine par des productions plus bankable ? Quand je fais cette réponse, certes un chouïa cynique, mais pas peu informé par l'expérience, la personne évoque ensuite souvent la meilleure santé du marché anglo-saxon, pas très vrai, la flemme des maisons d'édition françaises de démarcher les anglo-saxonnes, pas très faux, l'accès à un marché mondial par le truchement de l'anglais, très très vrai, et le fait que la littérature jeunesse serait mieux là-bas. Alors là, ce genre de phrase suffit à faire ressortir ma mademoiselle Legourdin intérieure, et c'est ainsi que de nombreux auteurs se sont retrouvés de l'autre côté de ma haie après avoir été balancés par les couettes. Mais ces jugements sont, comme on dit, très symptomatiques. Le fait est que la majorité des Français semblent à peine au courant qu'il existe une littérature jeunesse française contemporaine, n'en entendant parler que quand un ministre les informe que c'est de la littérature pas pour les enfants parce qu'on y voit des gens qui font crac-crac. Le fait est qu'il est tout à fait possible de commencer sa vie d'écrivain jeunesse en France en n'ayant pour référence que Harry Potter, Roald Dahl et Hunger Games. Le fait est que de nombreuses personnes ignorent que Mortel Adèle, série de BD la plus vendue en France en 2022, est à l'origine en français. J'ai entendu une fois un parent dire « Comme les enfants adorent, je pensais que c'était américain ». Le fait est que passer la frontière de la France vers le Royaume-Uni ou l'Amérique est souvent vécu comme le summum d'une carrière littéraire en jeunesse. Pourquoi ce French bashing candide quant aux livres jeunesse ? J'en ai longuement parlé sur mon blog il y a quelques années, mais c'est peut-être une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, un biais du survivant. Les livres anglophones que nous voyons en France sont évidemment sélectionnés pour être ultra successful commercialement, sont souvent accompagnés de films ou autres produits, et plus chers, sont mieux promus. Mais de là où je suis, en Grande-Bretagne, je vous jure que j'en vois des très nuls et d'autres qui ne marchent pas du tout. Ce qui traverse les frontières n'est bien sûr pas la représentation exacte de la production. Deuxièmement, une hégémonie culturelle anglo-saxonne qui nous rend particulièrement sensibles à une littérature addictive, identificatoire et structurellement normée, registres dans lesquels les anglo-saxons excellent. Troisièmement, les jugements réels des anglo-saxons. Il y a quelques années, il y avait un article exceptionnel écrit par une journaliste franco-américaine qui disait carrément que la production de littérature jeunesse de France était en décalage avec l'excellence de ses fromages, ne faisant que des livres trop effrayants, des albums sans poésie, et la France était, disait-elle, infoutue de trouver la J.K. Rowling française. Et enfin, ce French bashing vient évidemment de ce caractère bien français, fait d'un cocktail détonnant de complexes d'infériorité et de complexes de supériorité, qui crée 70 millions de personnalités parfaitement insécurisées et gentiment attachantes. Complexes de supériorité aussi néanmoins sur un point crucial, les classiques. Car si la littérature anglo-saxonne est portée en cilice par bien des Français se désolant continuellement de l'infériorité supposée des productions françaises contemporaines, Le Petit Prince, quant à lui, résiste encore et toujours à l'envahisseur en haut du classement des livres préférés au monde, et La Comtesse de Ségur, Jules Verne et autres font l'objet de dizaines d'émissions sur France Culture. Ces références révérées forment réellement, pour reprendre les termes de la journée, un continent, et aux frontières hermétiques celui-là. Continent perdu d'un passé glorieux, elle s'invite quotidiennement dans les discours réactionnaires sur la lecture qui était mieux avant avec des passés simples et des imparfaits du subjonctif qu'il faudrait que nous suscions encore aujourd'hui.
J'avais commencé il y a quelques années une liste des hommes qui se rengorgent à la télé ou à la radio d'avoir terminé Alexandre Dumas à des âges défiant toute concurrence. Les Français qui aiment lire aiment leur littérature jeunesse à l'ancienne. Conformément à la petite phrase d'Italo Calvino, selon laquelle un classique, c'est un livre dont on dit toujours qu'on est en train de le relire, il n'est pas certain que beaucoup de défenseurs des classiques de la littérature jeunesse les aient beaucoup relus. Le scandale récent autour des traductions d'Enid Blyton sans passé simple faisait presque passer la bonne vieille tata de la littérature jeunesse anglaise pour un parangon de qualité littéraire, ce qui semble indiquer que ces bouquins n'ont pas été ouverts depuis longtemps par ses défenseurs. Pardon, Enid Blyton. C'est mon opinion. De fait, nombre de classiques de la littérature jeunesse gagnent à être relus justement pour pouvoir distinguer le bon du mauvais. Une bonne partie de ma vie de fan de Jules Verne est passée à m'interroger sur comment on peut passer d'une gracieuse merveille comme un billet de loterie à un délicieux navet comme le Château des Carpates. Les débats ponctuels autour du Petit Prince, Raphaël Enthoven a-t-il raison de le détester ? Heidegger de trouver que c'est un grand roman existentialiste ? C'est vrai, pour Heidegger, c'est étonnant, vous ne saviez peut-être pas, mais Heidegger a dit que c'était un grand roman existentialiste. Ces débats sont sains s'ils sont bien articulés. Un classique français, si important au niveau mondial, a une grande influence sur la création française, même contemporaine, et sur son exportation, et il faut donc continuer à réfléchir sur sa littérarité. Ballotté entre vénération des classiques côté littérature et complexe d'infériorité face aux anglo-saxons côté commercial, la littérature jeunesse contemporaine française est au mieux ignorée, au pire dénigrée, et ce qui fait l'originalité de la production contemporaine est par conséquent rarement articulée auprès du grand public. Notamment l'importance du calembour, de l'abstraction, des expérimentations formelles, des fins ouvertes, des récits d'une inquiétante étrangeté, caractéristiques qui me semblent très présentes en France aujourd'hui, mais pas chez les anglo-saxons et peu dans nos classiques, venus peut-être d'autres frontières en traduction, ainsi que de mouvements littéraires du XXe siècle en littérature dite générale. Je n'ai pas besoin d'expliquer devant cet auditoire à quel point la littérature jeunesse française contemporaine est vivante, de qualité et singulière. Cependant, il faut avoir conscience de l'effet bulle dans notre profession. Pour la très vaste majorité des Français que nous rencontrons hors de notre métier, la littérature jeunesse, si elle existe même dans leur horizon de conscience, est soit anglo-saxonne, hors manga, soit vieille. Le fait que Marie-Aude Murail et Jean-Claude Mourleva aient respectivement reçu les prix Andersen et Astrid Lindgren il y a 2 ans, autrement dit les prix de littérature jeunesse les plus prestigieux au monde, pourrait être une question à 300 000 € à qui veut gagner des millions, et j'espère pour les concurrents que c'est l'un de nous qui leur appelle à un ami. Je m'interroge depuis des années sur les manières de changer cette situation, car je pense qu'il faut la changer. Et ceci pour de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons littéraires. Le parti pris que la bonne littérature jeunesse est soit anglo-saxonne, soit classique, n'est pas simplement une opinion, c'est une déclaration performative, qui informe les goûts littéraires et modèle un certain type de plaisir de lecture. Tout jugement sur une littérature est susceptible d'en modifier les formes mêmes et les pratiques de création, de distribution, d'interprétation et de médiation. Juger la littérature jeunesse française à l'aune des anglo-saxons et des classiques peut mener à la cultivation, d'un côté, de formes de récits à la anglo-saxonne et d'une stylistique anglaise, de l'autre, de narrations de facture classique, jouant sur ces belles mais dangereuses choses que sont la nostalgie et l'illusion de l'universel. Pour y remédier, je pense que les manières sont autant liées à la médiation qu'à la création. Les solutions sont pédagogiques et elles sont littéraires. Pour ce qui est des pratiques de médiation, il ne me semble pas inutile de parler de gros chiffres, et merci d'ailleurs de venir de le faire, ça m'évite de le faire parce que j'aime pas lire les chiffres, je suis un petit peu dyscalculique, donc ça tombe très bien. Les anglo-saxons n'ont aucun problème à ce sujet, ce qui est d'ailleurs leur plus gros problème. Les Français y rechignent copieusement, ce qui est aussi leur plus gros problème. On imagine les listes des meilleures ventes en France pleines de best-sellers américains. Mais ce n'est pas seulement le cas. Mortel Adèle, évidemment, Choupi, Le Loup, y galope. À l'étranger, la littérature jeunesse française est très traduite. C'est d'ailleurs la plus traduite en Grande-Bretagne, cible de tous les fantasmes. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même la plus traduite. Les Espagnols connaissent parfaitement Ariol. La mémoire de la forêt est vendue en 13 langues. Moi, j'attends, en plus de 20, Sauveur et Fils est un carton en Russie. Multiplions les histoires de ce type. Nos livres se défendent très bien. Des tas de gens les trouvent cool. Les instituts français et les librairies françaises de l'étranger les soutiennent. Il faut dire cela sans avoir peur de passer pour chauvin, ce sont des faits. Il faut questionner le fait que la traduction anglaise représenterait the be-all and end-all pour tout livre français, la reconnaissance ultime.
La littérature française, les autres littératures mondiales, n'ont pas besoin de leur regard pour exister, tout comme le fait que j'ai été snobée par Gaspard, le beau gosse à la guitare, en classe de seconde B, ne veut pas dire que je n'avais pas des qualités intrinsèques, même si mon haut pimki à cerise n'était pas a posteriori hyper judicieux. Idée radicale. Nous avons droit aux frontières. Nous avons le droit de penser des pratiques éditoriales et de médiation visant à exclure délibérément les anglo-saxons. Mais attention, pas les livres d'autres langues qui restent, eux, comme les nôtres, minorisés. Et plus que les nôtres souvent. Des prix littéraires sans les anglo-saxons, pourquoi pas? Créer des continents de reconnaissance et de réadaptation aux littératures jeunesse non anglophones, comprendre les spécificités stylistiques, structurelles et idéologiques de ce qui n'est pas au centre du monde culturel, et même la France, par tout atis, est une marge des anglo-saxons, s'octroyer des respirations par rapport à notre complexe d'infériorité, c'est un projet autant politique que littéraire. Côté classique, il me semble important de faire en sorte dans nos pratiques de médiation de relever des liens intertextuels à la littérature contemporaine et pas seulement au classique. Bien sûr, il est extrêmement important, pour la littérature en général, que les enfants comprennent qu'un livre s'inscrit dans un réseau de livres similaires, qu'il plonge ses racines dans un héritage. On dira alors, et on a raison, que tel roman est à la Jules Verne. Mais l'enracinement, ce n'est pas seulement vers le centre de la Terre, c'est aussi sur le côté. On pourra aussi dire qu'il rappelle, par exemple, les mystères de Larry Spem. Tout ce qui peut encourager à faire comprendre qu'il existe une littérature contemporaine française autour de ce nouveau texte, qui le porte et que lui-même contribue à porter. C'est cela aussi créer un continent. En plus de ces pratiques de médiation, les créateurs et créatrices, les maisons d'édition ont un rôle crucial à jouer pour que la littérature jeunesse française contemporaine continue à trouver sa place dans son pays et à l'international. Il faut, je crois, valoriser la production de livres marqués localement. Les marqueurs géographiques et historiques, fortes frontières à la traduction anglo-saxonne, ne sont pas de gros mots. Le grimoire d'Elphi, saga de BD d'Audrey Alouette, vendu à plus de 100 000 exemplaires, où chaque épisode, très ancré localement dans une région française, reprend des éléments de culture régionale, me semble exemplaire en la matière. Nul besoin de faire du local un objet de glorification réactionnaire, bien au contraire. En montrant des sœurs modernes et astucieuses dans une France magifiée, la série réenchante les territoires et met les identités plurielles de ce pays à la portée de tous ses enfants. De l'autre côté, il faut résister à la survalorisation de ce qu'on appelle parfois des classiques contemporains, ces livres familiaux, sans frontières, aux valeurs dites universelles. Ce que les anglo-saxons appellent le classic feel n'est pas un phénomène naturel, émanation idéale de la psyché humaine. Comme tous les produits littéraires, c'est une composition artificielle caractérisée par un style et une forme particulière, des temps du récit, des types de personnages, une voix de conteur, une langue qui cultive une certaine intemporalité en optant pour du vocabulaire peu marqué géographiquement ou historiquement, en alternance avec du vocabulaire volontairement suranné. Tout ceci est une construction littéraire qui peut être un magnifique succès, mais qui ne doit pas nous leurrer. Elle donne l'illusion d'une littérature sans frontières, mais certainement pas la preuve de son existence. Il faut donc valoriser les livres marqués linguistiquement, pour lesquels la langue n'est justement pas universelle, pas intemporelle, pas familiale. Des livres où l'artifice, qui est au cœur de la composition littéraire, est évident et revendiqué. C'est un défi, car de tels livres, marqués formellement et stylistiquement, peuvent sembler une frontière. Mais c'est aussi le cœur d'une éducation littéraire et de la survie d'un art. On en revient toujours et encore aux mots marque, marqueur, remarquer, démarquer, démarcation, qui sont des mots de frontières. En marquant nos textes comme français, ancrés linguistiquement et géographiquement, en les démarquant comme contemporains, expérimentaux ou avant-gardistes, nous assurons un avenir à un art qui pourrait sinon se dissoudre dans la marque anglo comme dans la marque classique. Je terminerai avec l'éléphant dans la pièce, le fait que j'ai parlé depuis le début de littérature française et non pas francophone. En réalité, le sujet dépasse évidemment de loin, pour le coup, les frontières nationales. Ce sont les littératures jeunesse de langue française dans leur ensemble qui ont besoin de négocier leur place entre French bashing et Petit Prince washing. Or, au sein de ce vaste corpus, la littérature jeunesse de France devient souvent à son tour celle qui impose ses normes, son histoire, ses maisons d'édition, ses prix, ses styles, ses formes, sa langue à toutes les autres. Au-delà même du français donc, comment défendre des créations nationales variées, marquées, diverses ? Comment les faire remarquer chez soi,
comment les démarquer à l'étranger? Comment préserver des frontières tout en s'ouvrant au monde? Construire de nouveaux territoires littéraires tout en honorant ses classiques? Nous avons parfaitement le pouvoir de mettre en place des politiques, de créer des espaces de médiation, de penser nos créations en y réfléchissant délibérément. L'histoire littéraire, ce n'est pas seulement des textes créés dans le vide, c'est aussi le fait d'agents et d'institutions qui choisissent dans une large mesure ces orientations. Je me permets de caser ici, parce qu'il est pertinent, le projet de maison de la littérature jeunesse francophone, résolument contemporain et uniquement de langue française, que nous venons avec tout un collectif d'annoncer samedi dernier avec la ville du Mans, et qui est né précisément de ces questionnements. Les rencontres scolaires d'auteurs, facilitées par le CNL ou par les salons, sont un autre moyen d'éduquer au dynamisme de cette littérature, tout comme les prix francophones, comme le vendredi, et les opérations qui donnent à la littérature francophone, notamment junior qui est particulièrement oubliée, une visibilité nationale, comme les petits champions de la lecture. Les assises de la littérature jeunesse, éminemment, ont une vocation agentielle et sont donc un lieu rêvé pour ce genre de discussion et de prise de position. Je clorai ce discours en citant cette phrase de Yellowface de l'américaine Rebecca Kuang, où la narratrice se désole que son livre n'ait pas été vendu en France. Son agent lui apprend alors « Personne ne vend bien en France. Si les Français aiment bien ce que tu fais, c'est qu'il y a vraiment un truc qui cloche. » Continuons à écrire, à traduire et à promouvoir des trucs qui clochent. Merci.